Alors, la retraite, c'est un sujet qui nous concerne tous, n'est-ce pas? Et pour bien s'y préparer en France, il y a un outil qui est devenu incontournable, le plan d'épargne retraite, le fameux PR. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a souvent l'impression que c'est une usine à gaz, le PER. Eh bien, notre mission aujourd'hui, c'est de tout démystifier. On va rendre ça limpide, promis. Pour comprendre le PER, il faut remonter un peu le temps, jusqu'à la loi Pacte. Avant, c'était, disons, un peu le bazar. Il y avait plein de produits différents, le PERP, le Madelin, le PERCO. La loi Pacte a voulu mettre un grand coup de balai là-dedans et tout simplifier avec un plan unique, le PER. Voilà le programme pour y voir clair. D'abord, on va voir pourquoi ce plan est plus simple. Ensuite, les 3 grands types de PER. Puis, comment l'épargne est gérée, à quel point elle est flexible, ce qui se passe au moment de la retraite et le morceau de bravoure, le choix fiscal. Allez, c'est parti pour la première étape. Le PER, qu'est-ce que c'est au juste? Et pourquoi dit-on que c'est une simplification? Imaginez la situation avant octobre 2020. Il y avait le PRP, le Madelin, le PERCO, chacun avec ses petites règles. Un vrai casse-tête. La loi Pacte a sifflé la fin de la récré en créant le PER, ce plan unique. Depuis, les anciens contrats ne sont plus commercialisés. La place est nette pour le PER. Maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la suite. Le PER, ce n'est pas un seul bloc. Il y en a 3 sortes. On peut les voir comme 3 chemins différents pour arriver au même objectif, la retraite. Alors, on a d'abord le PER individuel, le pérenne. Celui-là, tout le monde peut l'ouvrir, il remplace les anciens PERP et Madelin. Ensuite, le PR collectif, ou PERCOL, qui prend la suite du PERCO. C'est celui proposé par les entreprises à leurs salariés. Et enfin, le PR obligatoire, ou PRO, lui, il succède à l'ancien contrat article 83. Et comme son nom l'indique, pour certaines catégories de salariés, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Ok, on a choisi son véhicule. Maintenant, il faut savoir qui est au volant. La gestion de l'épargne, c'est vraiment le moteur de votre PER et c'est une décision super importante. L'option par défaut, et c'est le cas pour quasi tous les PER, c'est ce qu'on appelle la gestion pilotée. C'est assez simple à comprendre, un pro s'occupe de tout. Quand on est loin de la retraite, il va chercher de la performance, donc il prend un peu plus de risques. Et puis, plus on se rapproche de l'échéance, plus il sécurise le capital. C'est un peu le mode pilote automatique. En fait, il y a 2 écoles. D'un côté, la gestion pilotée. On délègue, on ne s'occupe de rien, tout est ajusté automatiquement. C'est l'approche zéro prise de tête. De l'autre côté, il y a la gestion libre. Là, c'est l'inverse. On prend les rênes, on choisit soi-même ses fonds d'investissement, mais attention, ça veut aussi dire qu'on est seul responsable de la gestion du risque. Bon, et comment on met de l'argent dedans? Le point commun à tous, ce sont les versements volontaires. Ça, on peut le faire sur n'importe quel PER. Mais les PER entreprises, le collectif et l'obligatoire ont des atouts en plus. On peut y verser son intéressement, sa participation. L'employeur peut même ajouter un abondement, c'est-à-dire un bonus. Pour ce qui est des cotisations obligatoires, c'est logique, c'est uniquement pour le PER obligatoire. Un des gros points forts du nouveau PER, c'est sa souplesse. On va regarder de plus près comment ça se passe si on veut changer de crèmerie et dans quel cas on peut récupérer son argent avant l'heure. Alors, premier chiffre à avoir en tête, 1%. Si on veut transférer son PER chez un autre gestionnaire, les frais ne peuvent pas dépasser 1% du total épargné. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, au bout de 5 ans, ce transfert devient 100% gratuit. Ça, c'est une vraie révolution par rapport à avant. Ça permet de faire jouer la concurrence et ça redonne le pouvoir à l'épargnant. Normalement, l'argent du PER est bloqué jusqu'à la retraite. Mais la vie est faite d'imprévus. La loi a donc prévu des sorties anticipées pour les coups durs. Une invalidité, le décès de son conjoint, une situation de surendettement. Mais il y a aussi un cas de figure plus heureux, l'achat de sa résidence principale. Attention quand même, petite subtilité, cette option ne fonctionne pas pour l'argent qui vient des versements obligatoires. Ça y est, on y est. La retraite. Le moment de récolter les fruits de toutes ces années d'épargne. Concrètement, comment on récupère son argent? On a principalement 3 possibilités. Option numéro 1, la sortie en capital. Boum, on récupère tout d'un coup. Option numéro 2, la rente viagère. Là, on touche une somme régulière, tous les mois ou tous les trimestres, jusqu'à la fin de ses jours. Et option 3, un mix des deux. On prend une partie en capital et le reste en rente. C'est à la carte. Attention, il y a une exception très importante à connaître. Pour un PER obligatoire, l'argent qui vient des cotisations obligatoires, justement, ne peut sortir que sous forme de rente viagère. Pas de sortie en capital possible pour cette partie-là. C'est non négociable. On arrive au point névralgique, le sujet que tout le monde attend, les impôts, la fiscalité. C'est vraiment là que le choix le plus important va se jouer, surtout pour les versements volontaires.
La question est assez simple, mais la réponse est cruciale. Est-ce qu'il vaut mieux déduire ses versements de son revenu imposable maintenant pour payer moins d'impôts tout de suite, ou est-ce qu'on fait l'impasse sur cet avantage aujourd'hui pour être moins taxé au moment de la retraite? Regardons ça en détail. Premier cas, on choisit de déduire ses versements. L'avantage fiscal est immédiat. La contrepartie, c'est qu'à la sortie, le capital sera imposé sur le revenu. Deuxième cas, on ne déduit rien à l'entrée. Pas d'avantage fiscal immédiat. Mais à la sortie, le capital qu'on récupère sera lui totalement exonéré d'impôts. Seules les plus-values seront fiscalisées. Et il faut noter que l'épargne salariale, elle, bénéficie du meilleur des deux mondes. Elle est exonérée à l'entrée et à la sortie. Donc, comment choisir? En fait, tout est une question de calcul. Il faut comparer son taux marginal d'imposition d'aujourd'hui avec celui qu'on pense avoir à la retraite. Si on est dans une tranche d'imposition élevée actuellement, déduire ses versements est souvent le bon calcul. Mais si on pense que son taux sera plus ou moins le même, alors ne pas déduire peut être plus malin. Pour conclure, oui, le PER a vraiment clarifié le paysage de l'épargne retraite. C'est plus simple, plus souple. Mais cette nouvelle liberté, elle vient avec son lot de décisions stratégiques, notamment sur la fiscalité. Et la grande question finale, c'est celle-ci. Est-ce que plus de flexibilité signifie forcément des choix plus simples à faire ?